Fabrice Henry s'installer. Katia, c'est bon? Bon, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là. On va essayer de démarrer à l'heure. On a un timing serré à tenir, je vais vous expliquer. En tout cas, première partie ce soir, statutaire. Jérôme Dumont nous accueillera tout à l'heure physiquement. En tout cas, aujourd'hui, j'en profite pour déjà lui dire merci. Je renouvellerai mes remerciements tout à l'heure pour nous accueillir ici en Meuse, dans le télédépartement. C'est un beau symbole, un beau signal aussi de l'envie de bien faire ensemble. Donc on en parlera après. Je voudrais quand même remercier les personnes présentes, les officiels. Alors le sous-préfet, pour l'instant, n'est pas encore là. A priori, je crois qu'il est bloqué par 150 personnes, c'est ça, la sous-préfecture à Saint-Dizier. Je ne sais pas si c'est lui qu'on séquestre ou autre chose, mais on verra tout à l'heure. Donc on n'a pas la tutelle, donc on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Je pense que... Non, Jean-Paul, non. Donc je salue la présence de Jean-Paul Hassler, notre président CCI Grand Est, également vice-président de notre chambre de commerce et industrie Meuse-Haute-Marne. Pascal Ribolzi, je l'ai vu tout à l'heure. Ah, il est planqué au fond. Voilà. Président de l'agence d'attractivité, donc Meuse Attractivité, également membre élu chez nous. Et puis donc Frédéric Carteni, de l'Andra. D'ailleurs, j'en profite. Merci pour le coup de main la semaine dernière pour les éléments de langage avec la presse. J'ai apprécié. Merci. Comme au mois de novembre, on va procéder de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait, on vous a mis les documents à disposition sur Arpège, donc le cloud qu'on vous partage. L'idée, c'était que vous puissiez en prendre connaissance avant, les bosser, je ne doute pas que vous l'avez fait, et l'idée, c'est qu'on aille vite là-dessus pour qu'on puisse en fait assez rapidement passer à la seconde partie, sachant qu'on démarre la seconde partie à 6h30, et on a un peu de personnes qui doivent également venir juste pour cette manifestation, donc voilà, ce que je vous propose, première partie, on va commencer peut-être par donc le vote, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 22 novembre dernier. Donc on avait fait chez Miko à Saint-Dizier. À ce jour, on n'a eu aucune remarque de votre part. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez des formulations par rapport à ce PV? Non? Ok, donc s'il n'y a pas de remarque, je déclare le procès-verbal adopté. Premier point, check, fait. Tout le monde m'entend, ça va? Ouais, super. Alors, délibération suivante, élection d'un nouveau membre du bureau en remplacement de Marc Machka. Effectivement, vous le savez peut-être, on en a discuté en bureau, Marc Machka a quitté ses fonctions de président de la société GHM à Sommevoire, et du coup, il ne remplit plus les conditions d'éligibilité pour siéger au bureau. Conséquence, en fait, il faut qu'on désigne un nouveau membre, donc un assesseur, voilà. Et ce qu'on a prévu, ce qu'on a vu au bureau, ce que j'ai proposé en fin de compte, j'ai proposé la candidature de Armel, le Herle. Armel, elle est là, elle se fait discrète. Elle n'a qu'une peur, c'est que je lui demande de faire un discours. Donc Armel, effectivement, gérant de la société graphique, le Herle Graphique Impression, donc à Verdun, très impliquée sur les dossiers qu'on a pu lui confier, notamment avec le réseau Femmes de Tête qu'elle porte avec Cécilia et puis Jeanne qui sont également présentes ce soir. Donc le 2 mars dernier, le bureau a émis un avis favorable à cette proposition. Donc en l'état ce soir, est-ce que, avant qu'on passe sa candidature au vote, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui veut être candidat? Non, ça ne motive personne. Bon, au moins, parfait. Du coup, l'élection en fonction du bureau peut se faire à main levée ou à bulletin secret. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je propose main levée. Ce sera plus rapide et plus fluide. Donc du coup, on va passer au vote. S'il y a main levée et s'il n'y a pas d'autres candidats, donc est-ce qu'il y a des contre la candidature d'Armel au bureau? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, Armel, félicitations. Tu veux pas dire un mot? Délibération suivante, comme vous avez pu le voir sur Arpège, mais ça je vais laisser la main, je vais demander à Jean-Paul d'en dire un petit mot quand même, puisque là ça le concerne directement. Et Jean-Paul, si tu veux dire un mot, expliquer de quoi il en retourne. Ouais. On y était hier, magnifique. Ouais.
CCI Grand Est déménage par obligation, puisqu'en fait l'immeuble appartient à la CCI Alsace Eurométropole, et nous sommes hébergés gratuitement. Donc, voilà. Voilà. Et vous voyez la petite rue à droite là, c'est là où j'ai mon hôtel. Et là où les personnes marchent, dessus il y a mon parking. Donc j'ai gardé et le parking et l'hôtel. Parce que je me dis que le soir à Schiptingen, ça va piquer un peu. Ouais. c'est un bâtiment qu'on a acheté. C'est un bâtiment qui a été acheté. Alors ils ont fait un coup extraordinaire, CCI Alsace sur métropole, parce qu'ils n'ont pas vendu le bâtiment, ils le louent à un groupe qui fait du coworking à l'échelle européenne, avec un loyer qui est délirant. Et en fait, je suis allé me balader il y a quelques mois à Lille pour voir mon collègue France. Ils ont une structure un peu dans cet esprit qui s'appelle La Bourse, ceux qui connaissent, qui est là, dans la ville. Et c'est le même groupe de coworking qui loue aussi là-bas. C'est des gens qui doivent être 15 qui sont fondés et qui sont dans tous les endroits un peu stratégiques en France. Voilà. Donc, et en fait, et la partie, je vois juste la partie basse que vous voyez éclairée en jaune, sur le côté droit du bâtiment, qui représente 200 mètres carrés, qui a été loué à l'association des vignerons d'Alsace. Donc un site incroyable à 100 mètres de la cathédrale. Donc, bureau d'ailleurs, tu avais vu sur la cathédrale, donc je pense que pareil, le changement de décor va être un peu rude. Et la procédure veut que voilà, c'est ça. Le siège d'une CCI est fixé par décret et en ce qui concerne les CCI de région, après avis des CCI territoriales, conformément à l'article L711-6 du Code de commerce. Donc on vous demande de vous exprimer effectivement pour valider ce déménagement. Alors même si Jean-Paul effectivement fait un peu la tête, donc il est proposé à l'Assemblée en fait d'approuver le changement de siège de la CCI Grand Est et d'acter son déménagement. Première quinzaine d'avril, c'est ça, Jean-Paul? Oui, il y a eu quelques semaines de retard, mais c'est avant fin avril. D'accord. Donc dans les locaux situés à Schiltigheim, au 12 rue de la Haye. Voilà, donc je passe ça au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des... des abstentions? Bon bah voilà, déménagement acté. Voilà. Alors, le prochain point n'est pas une délibération. Le prochain point, je ne m'éloigne pas trop parce que du coup on m'entend plus. Le prochain point en fait surtout c'était, je voulais en fait avoir un échange libre avec vous sur la conjoncture actuelle. Chacun dans votre quotidien, dans vos entreprises, vous avez forcément un rapport direct avec ce qui se passe. On a quand même pris le Covid, la crise climatique, aujourd'hui la crise énergétique. On voit bien qu'en ce moment, les trésoreries sont quand même extrêmement tendues, entre autres. Les tribunaux de commerce commencent à se remplir fortement. Donc c'était l'occasion pour nous ce soir, en fait, d'échanger librement, si vous avez des retours. Parce que notre boulot aussi à nous, c'est d'être près des entreprises. Donc je compte aussi sur vous, en tant que relais, en tant qu'élu de terrain, pour nous faire remonter les informations. Donc ce soir, j'ai envie de faire circuler la parole. J'ai des retours des équipes, commerce, industrie, on a des tendances, mais j'aurais bien voulu aussi avoir, vous, effectivement, vos impressions, ou peut-être même des signalements à nous faire. Qui se lance? Oui, Henri. J'observe depuis 4 ans que c'est très compliqué dans cette société française. C'est devenu très compliqué. Le point de départ, c'est les gilets jaunes. Après, il y a eu la grève enfin, il y a eu la première réforme des retraites, la grève des avocats, etc. Oui. Et un climat qui était déjà délétère arrive le Covid. À nouveau, la réforme des retraites avec des trucs invraisemblables. Vous l'avez tous vu à la télé. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, pour moi, c'est... Moi, j'ai honte de la société dans laquelle j'évolue aujourd'hui. Elle ne me plaît plus du tout. Et pour revenir, ça c'est juste une parenthèse sur la complexité de la situation aujourd'hui, quand on voit tous les problèmes que l'on rencontre, que ce soit des problèmes d'approvisionnement, que ce soit des problèmes de personnel. Quand je pense, par exemple,
que l'inspection du travail est venue me voir il y a 1 an en me disant vous avez un turnover qui est important, on va faire une analyse de risques psychosociaux. Et quand on sait qu'il y a 140 000 personnes qui sont parties sur le premier semestre l'année dernière, abandonnant les entreprises et profitant du système pour pouvoir bénéficier des aides, et ça on sait que c'est fini aujourd'hui, il y a franchement économiquement, il faut que le politique y prenne conscience qu'on ne peut pas laisser les choses filer comme ça. Donc alors, qu'est-ce qui se passe? On a cette inflation qui est délirante, les factures d'électricité. Moi, j'ai 208% d'augmentation de factures d'électricité chez moi en janvier par rapport à l'année dernière. Et ça va se traduire par 1% d'augmentation parce qu'évidemment, on peut toujours dire qu'il faut réduire ses marges. Hein, effectivement, on peut rogner sur les marges à un moment. Il faut aussi qu'on gagne notre vie. Donc, au niveau des prix, on a une inflation qui est invraisemblable. Nous, grande distribution, on voit bien, par exemple, on freine autant qu'on peut. Mais d'un côté, on a l'État qui nous met des bâtons dans les roues sur les négociations en nous disant si vous n'êtes pas d'accord sur la fin des négos, tant pis, c'est le fournisseur qui aura gain de cause. Et quand on voit ce que nous proposent les multinationales, c'est franchement, c'est du délire complet. Donc on a des problèmes d'approvisionnement, on a des problèmes de personnel, et je ne suis pas le moins bien, le plus impacté de ce point de vue-là, mais on voit quand même que c'est compliqué. La réglementation, parce que l'administration continue, et continue dans sa lancée, c'est-à-dire on nous promettait il y a quelques années un choc de simplification. En fait, on a eu un choc de complexification que vous constatez tous. La réglementation est de plus en plus contraignante dans tous les domaines. Regardez sur l'immobilier, par exemple, où on durcit, on a des problèmes de logement, on est en sous-offre de logement, et aujourd'hui, il faut des permis de louer, il faut des investissements énergétiques complètement délirants. Franchement, alors des fois, je me dis, on me dit c'est ton âge. Non, je pense pas. J'ai toujours autant d'énergie aujourd'hui. C'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire d'évolution, et on mesure bien ces 20 dernières années comment elles ont évolué. Et tout ça crée un système, je dirais, un climat plutôt délétère. Et je mesure en fait le niveau d'exigence de nos clients est inversement proportionnel à son engagement dans la société. Ça, c'est grave. Ça veut dire que les gens sont très exigeants, mais pour eux, pas trop, quoi. C'est toute cette évolution qui me navre. Voilà ce que je voulais dire, quoi. Donc c'est une période, c'est une conjoncture difficile. Ça se traduit par cette défiance des politiques, ça se traduit par le manque de confiance des gens, et puis surtout un éloignement de la valeur travail qui me navre, moi qui ai bossé 41 ans et sans manquer une journée de boulot. Voilà. Alors, ce que je te dis, je te le dis à toi, je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion aux politiques. Hein. Il faut qu'ils aient conscience de ça. Merci Henri. Mais je rebondis sur le fait que les consommateurs, effectivement, entre les actes et leurs paroles, n'ont pas un comportement exemplaire. Hein. On le voit sur les commerces de centre-ville, par exemple. Hein. Ils ont longtemps été, après le Covid, notamment à dire qu'il fallait consommer local. Mais dans les actes, dans les faits, ça se traduit aujourd'hui par, en fin de compte, une désertion. Hein. Le jour du commerce, habituellement, c'était le samedi. Aujourd'hui, ce n'est plus le samedi. Aujourd'hui, ça va être le jeudi, plutôt fin de journée à partir de 17h. Et même dans ces jours-là, en fait, ils se font rares. D'ailleurs, on voit dans le centre-ville. Je pense que tous ceux qui sont en contact avec l'UCIA ou qui ont des contacts avec, qui ont des commerces, pardonnez-moi, effectivement, on fait ce constat-là. Donc, bon, après, je suis intervenu récemment aussi dans la presse à propos des grèves, des réformes, non pas en prononçant sur la réforme, mais bien en dénonçant les occupations des centres-villes pendant les mouvements de grève, parce qu'aujourd'hui, je considère que, vu la conjoncture, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres partages, d'autres commentaires, d'autres choses? Là, on a eu une vision GMS commerce. Est-ce que dans le TP, par exemple, Pascal? Peut-être pas le même pessimisme qu'Henri, mais dans nos activités aujourd'hui, il y a de fortes activités. Moi, j'ai encore vu dernièrement dans les différents conseils d'administration auxquels je participe, soit en Lorraine, Meuse, Lorraine et autres. Par contre, notre gros sujet, notre gros sujet, c'est le recrutement, c'est la perte de nos personnels. Beaucoup, j'irais, dragués par les grands groupes qui viennent faire leur marché dans nos PME d'une part. Et puis on souffre aussi de la proximité du Luxembourg.
Moi, j'ai de la fuite en avant vers le Luxembourg. Et on a une grosse défiance aujourd'hui de recrutement de cadres, notamment. Moi, je suis à la recherche de 10 cadres personnellement pour la société. Et puis, sur la partie administrative, je rejoins aussi Henri. Il n'y a pas de... Les chocs de simplification, on l'attend aussi dans tous les sujets. Tout est très long à mettre en place, notamment pour nos maîtres d'ouvrage qui souffrent de... Je dirais, aujourd'hui, pour faire sortir une opération ou un chantier, il faut s'y prendre 2 ans à l'avance, entre les lois sur l'eau, toutes les différentes lois je dirais, à mettre en place avant de pouvoir sortir une opération. Et ça crée... Mais bon, pour l'activité 2023, globalement, il n'y aura pas trop de sujets sur 2023. Par contre, les trésoreries, comme se tendent aussi dans la profession, suite à l'augmentation de l'énergie, des matériaux, et notamment les coûts énergétiques qui sont très très importants. Et merci. Et sur la commande publique, est-ce qu'on a des craintes là-dessus par rapport aux investissements qui vont se resserrer ou pas? On avait des craintes sur 2023, elle n'est pas présente sur 2023, enfin sur le premier semestre tout du moins. C'est vrai que c'était une grande menace de nos maîtres d'ouvrage sur la commande publique. Il y a certains élus qui se sont prononcés sur le sujet, mais les marchés en cours, et pour l'instant on ne ressent pas cette baisse de commande publique. Elle interviendra peut-être au deuxième semestre, mais actuellement on n'a pas de baisse de commande publique, au moins pour les mois à venir. Ok. Merci. Nicolas, peut-être sur l'industrie, un mot? Tout est résumé. Là, je pense qu'il y a eu quand même pas mal de choses. Les conditions, c'est les mêmes pour nous. Les sujets. Comme tu veux. Non, je vais rester à ça. Les commandes sont là, mais elles sont réalisées dans des conditions exécrables. L'inflation énergétique, c'est compliqué. On arrive à la passer. La pénurie de main-d'œuvre, très compliqué aussi. Moi, ce que je fais personnellement, ce qu'on voit de plus en plus, c'est on forme nous-mêmes des jeunes qui sortent avec rien, on les prend, on les embauche, on les forme. Et là, par contre, là où ça devient vraiment compliqué, c'est les blocages. Le droit de grève, effectivement, c'est un droit fondamental, mais empêcher de travailler, là où moi je veux alerter les politiques, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que sur les ronds-points, ça ne soit plus les gilets jaunes ou les manifestants qui fassent la circulation, mais la gendarmerie. Et ça, là, ça devient vraiment compliqué. Ça fait déjà, il y a eu combien de jours? 6 ou 7 jours de manifestation. Rebelote jeudi, c'est systématiquement on annule les interventions. Il faut gérer. Les clients, on l'a dit tout à l'heure, n'attendent pas. Ils ne veulent pas savoir. On travaille dans des conditions exécrables, mais ils s'en moquent totalement. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas simple. Mais bon, pour autant, nous, je pense qu'on doit quand même on a un rôle à jouer. Et le rôle, il est de mobiliser les troupes. Donc alerter les politiques, oui. Mais par contre, le verre, il faut vraiment le voir à moitié plein et pas à moitié vide. Parce que si nous, on baisse les bras, chefs d'entreprise, représentants de diverses de MEDEF ou autres, je cite le MEDEF, mais j'aurais pu en citer d'autres, par hasard. Nous, non, ouais, faut vraiment mobiliser les troupes et parler beaucoup à nos collaborateurs, au personnel, c'est super important. Et bien leur expliquer qu'on est tous dans le même bateau. Ok, merci Nicolas. Le temps tourne. Alors, Arnaud, non, vous n'êtes pas en retard. Ne vous inquiétez pas, on avait une partie statutaire, on va la finir. Vous êtes bien à Tissard aussi, vous êtes bien là. On va finir. De toute façon, ce soir, on va rencontrer les politiques. Donc, il y aura l'occasion aussi, après la thématique qu'on va aborder avec eux, de pouvoir échanger librement avec eux. D'accord? Donc là, il est 6h30. Je tiens le délai. On va ouvrir les portes pour accueillir en fait les invités et on va pouvoir attaquer la deuxième partie de la soirée. Il fait chaud, c'est vrai qu'il fait chaud. Mais bon, voilà. En tout cas, merci à tous. Et puis, écoutez, à tout de suite.
Katia, mets-toi aussi. On est bon? Ouais. Katia dans les parages. Katia, elle est où? C'est bon, Jean-Paul? T'inquiète. Bon. Bon. Bon, on démarre. Bon. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, je suis ravi qu'il vous ait libéré à Saint-Dizier. Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Est, cher Jean-Paul, et également conseiller régional. Monsieur le vice-président de l'Université de Lorraine, que j'ai vu passer, que je n'ai pas encore salué, je crois. Voilà, je vous verrai tout à l'heure. Monsieur le président du département et du GIP Objectif Meuse, cher Jérôme, merci de nous accueillir, j'en dirai un mot après. Madame la conseillère régionale, Atissar, je l'ai vu, merci de t'être libéré si rapidement, vraiment, ça me touche. Monsieur le président de la Chambre d'agriculture, cher Jean-Luc. Monsieur le président de la fédération du BTP, Mickaël, je ne l'ai pas vu arriver encore, je pense qu'il était annoncé, mais très bien. Monsieur le président du MEDEF Haute-Marne, cher Nicolas. Monsieur le président du Pays de Verdun et vice-président du département, cher Julien, que j'ai vu là-haut. Madame la présidente de la communauté d'agglomération Meuse-Grand Sud, chère Martine. Monsieur le président de la communauté de communes Argonne-Meuse, je ne vous ai pas vu, je vous ai raté, peut-être qu'il n'est pas encore arrivé. Non, d'accord. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en grades et qualités, chers amis. D'abord, bienvenue pour cet AG délocalisé de la CCI Meuse-Haute-Marne. Je suis élu depuis un peu plus d'1 an et c'est ma première assemblée générale en Meuse, moi le Meusien, donc j'avoue que j'ai un petit pincement au cœur. Et puis déjà, Jérôme, merci vraiment, un grand merci à toi pour avoir accepté de nous accueillir ici ce soir, vraiment. C'est un symbole fort pour nous, on va en parler après, mais sur notre volonté mutuelle de travailler ensemble pour le territoire, hein, vraiment. Et puis Jean-Luc aussi présent aussi pour l'interconsulaire qu'on veut faire revivre, on en parlera aussi un peu tout à l'heure. Mais avant cela, donc protocole oblige, je vais quand même présenter les excuses des personnes qui n'ont pas pu être présentes. Donc, je pense notamment au sénateur et conseiller régional Franck Menonville, qui est en déplacement à l'étranger, je crois, dans le cadre d'une mission parlementaire, du député Bertrand Pancher, représenté par son nouveau chef de cabinet Arnaud, qui est là, de la députée Florence Goulet, de Benoît Aquin, le président du Pays Barrois, qui est représenté par Alain Hoé, de Martine Aubry, présidente de la Codecom de l'Air à l'Argonne, qui n'a pas pu être là, de Samuel Hazard, également, qui ne pouvait pas être là ce soir, donc pour l'agglo du Grand Verdun, de monsieur Éric Dumont, pas le même, président de la Codecom du Pays de Montmédy, et de Philippe Tournois, que j'ai eu au téléphone il y a quelques minutes, qui est rentré de Metz et donc préfère qu'il soit prudent et qu'il ne fasse pas l'idiot sur la route. De Marc Poulot, président de la Chambre d'Agri Haute-Marne, qui avait prévu également d'être présent, mais qui finalement a été retenu. Voilà. C'est une petite introduction, mais simplement vous donner quelques petites précisions pour que vous puissiez vivre en fait cette soirée pleinement. D'abord, sur vos sièges, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous avez une petite feuille A4. Cette petite feuille A4, c'est une petite nouveauté. Il s'agit en fin de compte d'une gazette consulaire. Plutôt que de vous envoyer des informations, on va dire, un peu descendantes, on a voulu en fait vous permettre d'avoir de l'info sur l'actualité de la Chambre et de le picorer en fait et de le ramener chez vous pour pouvoir en parler autour de vous. C'est ça l'idée. Donc bien sûr, on est à l'écoute de vos retours parce que c'est une première. Donc on la teste, on l'éprouve et on verra si ce dispositif effectivement on le garde parce que mine de rien, il y a eu un peu de travail des équipes. Donc merci aux équipes pour avoir fait ce travail-là. Voilà. Également, vous expliquer ce qui va se passer. Si on a déjà fait juste avant, pour vous empêcher, vous épargner en fait la partie un peu statutaire,
Donc on a commencé de 6h à 6h30. Là maintenant, cette séquence se veut beaucoup plus ludique. C'est quelque chose qu'on a commencé en novembre dernier, donc lorsqu'on a fait notre précédent AG chez Mico à Saint-Dizier, où effectivement on s'est dit qu'il fallait que ce soit un temps de partage, un temps d'échange sur des sujets thématiques qui nous intéressent tous. Et donc ce soir, on a voulu travailler autour de la thématique de la ruralité innovante. On va vous en parler dans quelques instants. Pour animer cette réunion, donc on a Antoine Regnault qui est présent là, qui se fait discret, mais qui va reprendre la main pour être l'animateur de cette soirée. Et avant de céder la parole, de te passer la parole, je voudrais simplement en fait m'adresser à l'invité surprise de la soirée, qui est Chat GPT, pardon pour mon accent anglais très meusien, à qui je voudrais poser une question. Et la question, elle est simple, c'est qu'est-ce qu'un territoire innovant, rural innovant? Rural, c'est quand même l'objet de la soirée. J'espère. On n'a pas triché, hein. On ne l'a pas influencé. Je vous laisse découvrir. D'ailleurs, moi aussi, je vais découvrir. Et je vais laisser Antoine reprendre la main sur cette soirée. Merci à vous en tout cas d'être présents. Merci. Merci Richard Papazoglou, le président de la Chambre de commerce d'industrie Meuse-Haute-Marne. Je vous laisse lire la réponse de ChatGPT qui est longue, qui en dit beaucoup sur ce territoire rural innovant. On va en parler ce soir du coup avec vous Richard, mais avec vous aussi Jérôme Dumont, président du département de la Meuse, et accompagné justement pour en discuter juste après du président de la Chambre d'agriculture de la Meuse, Jean-Luc Pelletier. Juste avant, on va commencer avec vous, Jérôme Dumont, par rapport à la stratégie que vous portez pour le département de la Meuse, en lien avec les chambres consulaires, mais également, surtout, déjà une stratégie pour le département. Quelle est votre stratégie pour le département? Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vraiment vous remercier d'avoir fait cette assemblée générale délocalisée ici, à l'hôtel du département. L'hôtel du département, c'est un lieu commun pour tous les Meusiens. Nous accueillons aujourd'hui la CCI, mais nous avons, il y a un peu moins d'un an, accueilli le Carnot ICL, une réunion de tous les organismes du territoire national. Nous avons accueilli la semaine dernière, il arrive avec un peu de retard, Thierry Young, il y a 15 jours, ici pour présenter les compétences du conseil départemental, donc le MEDEF. Tout ça pour vous dire qu'on veut en faire un lieu ouvert à tout le monde. Et bien sûr, je voulais également vous féliciter, vous remercier. Je l'ai dit la semaine dernière, ça a été également repris dans l'Est républicain. Mais je voulais vous dire mon admiration aux chefs d'entreprise et à tous ceux qui prennent des risques. On a besoin de vous et on a besoin d'avoir un territoire qui se développe sur le plan économique et qui crée des emplois. Et même si on n'a pas la compétence économique au conseil départemental, on attend beaucoup de vous et on est à vos côtés et on crée les conditions pour que vous puissiez vous développer. Donc ça, c'était le message que je voulais mettre en avant. Alors la stratégie pour répondre à cette première question, c'est faire de notre département le premier département rural innovant. Ça, c'est l'objectif qu'on partage tous, je pense, autour de la table, mais autour de la salle. Alors, la première chose, et c'est innovant d'une certaine manière, tu l'as dit dans plusieurs de tes posts, Richard, c'est chasser en meute. Monsieur le préfet, vous avez évoqué lors de votre prise de fonction de travailler en PAC. Et justement, ce qu'on veut mettre en avant au département de la Meuse, c'est un pacte entre tous les acteurs. Un pacte Meuse avec les services de l'État, avec la région, chez Ratissart, avec le département, bien évidemment, et puis les EPCI et tous les acteurs, les chambres consulaires, pour qu'on ait une ambition commune en Meuse qui soit celle d'être le premier territoire rural innovant. Et donc on a plusieurs actions possibles, mais c'est vraiment le collaboratif, et ça c'est innovant. Quand vous dites ça, finalement, vous dites on travaille ensemble, c'est ça, avec les différentes chambres qui sont à vos côtés, travaillons ensemble sur différents projets, on va les évoquer juste après, mais finalement, la compétence n'est pas l'économie pour ce département, c'est partagé surtout porté par les EPCI. Néanmoins, le département travaille pour mettre en place des choses qui vont justement servir à l'économie, aux salariés, aux entreprises.
Oui, que ce soit dans le domaine de la formation, on manque, et ça c'est le cas pour vous tous ici, de main-d'œuvre bien spécifique. Nous, au département, on manque de travailleurs médico-sociaux. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait? En l'espace de 6 mois, on a créé une antenne de l'IRTS, l'Institut régional du travailleur social, et on a une formation qui est mise en place au lycée Alain Fournier, en partenariat avec la région aussi. Donc ça, c'est innovant aussi, c'est de la formation décentralisée dans le département. On met en place aussi une prévention dans le cadre de l'enfance-famille. Je vois qu'il y a des représentants de l'ADAPEN, mais d'autres structures donc dans les solidarités. On met en place également de l'habitat inclusif. Ça, c'est de l'innovation. On va vers, avec le Maxilien, en lien aussi avec les services de l'État. On met en place une plateforme de bénévolat pour que les associations puissent aider et contribuer aussi à remettre en selle nos allocataires du RSA. Donc, dans le domaine de l'agriculture également, on met en place un cumul d'activités RSA, travail saisonnier. Alors tout ça, ce sont des premières approches, mais on y va. Et encore une fois, c'est un travail qui est collaboratif et qui est ensemble. Et puis, dernier exemple qui est dans le domaine de la formation, c'est celui des supercodeurs. Je vois Julien Didry qui est ici présent. C'est-à-dire qu'au mois de juin, on aura 500 collégiens qui vont travailler sur les nouvelles technologies, sur le numérique, et qui vont faire un petit concours sur justement toutes les nouvelles technologies. Et à côté du département, il y a également le GIP Objectif Meuse et l'agence d'attractivité qui va travailler autour justement de l'attractivité du département, sur lequel on ne va pas aujourd'hui faire un focus dessus, mais qui sont quand même importants à souligner, qui sont des acteurs qui vont aussi travailler à vos côtés dans justement cette ruralité innovante. Bien sûr, alors le GIP, alors je le dis souvent, mais on ne mesure pas la chance qu'on a d'avoir le GIP Objectif Meuse sur notre territoire. 30 millions d'accompagnement, donc c'est important. C'est un acteur de développement économique qui est fondamental, mais c'est aussi un accélérateur de projets que vous connaissez tous en tant qu'acteur économique ici. Juste un chiffre pour le GIP, c'est 131 projets en 2021-2022 pour un total de 11 millions d'euros. 131 projets économiques. On peut citer des entreprises dans le domaine de la production industrielle, mais je voudrais donner quelques exemples qui sont concrets dans notre thématique de ce soir. Dans la ruralité innovante, il y a Joël Guintran qui est là, le CRI de Gédo, laboratoire qui regroupe à Bar-le-Duc une vingtaine d'ingénieurs sur les thématiques du développement durable, de décarbonation. Et ça, c'est chez nous, c'est en Meuse, et c'est grâce aussi au GIP qui va financer, qui va apporter une aide importante. C'est également, Richard, on y sera dans quelques jours, le POCES, c'est pôle de compétences en milieu souterrain, c'est à Écuré, c'est en lien avec l'école des mines et l'école de géologie. Je me tourne vers monsieur le vice-président de l'Université de Lorraine. Et ça va permettre, par exemple, de mettre en relation des entreprises qui peuvent travailler sur les lignes de métro, de la poursuite d'une ligne de métro à Paris ou sous le tunnel sous la Manche, ici en ruralité, avec des compétences et des enseignants-chercheurs de l'école de mines de Nancy. Ça, c'est possible grâce au GIP. Et puis, je pourrais donner d'autres exemples. Il y a Carbo France aussi. Carbo France, depuis le confinement, il y a une explosion des barbecues sur le territoire national, enfin des barbecues, de la production de charbon de bois. Et le charbon de bois, voilà, c'est le premier producteur de charbon de bois, il est chez nous, et on va les aider en recherche-développement pour baisser les émissions de carbone. Et puis, vous ne l'avez pas évoqué, mais il y a un élément qui est extrêmement important pour notre territoire, et il l'a dit dans comment ça s'appelle déjà le chat ChatGPT. Ouais. GPT. On a sur notre territoire des ressources qui sont extrêmement importantes en bois. Donc là, le charbon de bois, le lien, il est fait. C'est 37% de notre territoire qui est en bois. C'est également, en termes de captation de carbone, quelque chose d'important. On a une ressource, cher Jean-Luc, en eau qu'on doit valoriser avec les changements climatiques. On travaille aussi avec notre service environnemental sur les cultures de prairies, justement pour valoriser le lait et l'élevage de prairies
On sait aussi qu'on a l'élevage enfin, la production laitière qui diminue, alors même qu'on a une filière agroalimentaire très forte avec 80% du brie de Meaux qui est fait chez nous. Donc tout ça, c'est à avoir en tête. Et puis, et c'est ma conclusion, après je me tais, on travaille au conseil départemental sur un budget vert et en lien aussi avec le Shift Project de Jean Covici, enfin c'est une équipe de Jean Covici. Et je pense que ça doit être partagé par tout le monde parce que l'innovation, ça doit être de la résilience écologique et on ne doit pas subir tous ces changements, mais les accompagner dans le cadre également de la transition énergétique. Et puis juste pour conclure, parce que je suis trop long, mais on a ici un bon exemple de ce qui a été fait il y a 30 ans par nos prédécesseurs dans l'innovation également architecturale. Parce qu'on a un bâtiment que je veux ouvrir au plus grand nombre, mais qui d'une certaine manière a été innovant il y a 30 ans, qu'on doit poursuivre, et qui vient d'être valorisé au titre du patrimoine architectural du XXe siècle. C'est ça aussi un département rural, c'est être innovant sur le plan architectural. Très bien, merci beaucoup Jérôme Dumont. Restez quand même ici, on va après aborder un autre sujet ensemble. Avant ça, Richard Papazoglou, une question, qu'est-ce que finalement sont les actions concrètes de la CCI? Parce que souvent on oublie finalement les missions de la CCI. C'est une bonne question, effectivement. Effectivement, la Chambre de commerce et d'industrie, donc Meuse-Haute-Marne, est un catalyseur et a innové. Déjà pour rappel, en fait, la Chambre de commerce et d'industrie, donc Meuse-Haute-Marne, a été fusionnée donc en 2019, 1er janvier. C'est Jean-Paul et Henri ici présents qui ont réussi ce pari-là. À l'époque, c'était une vraie innovation, c'était une première chose en France, c'était une première en France de fusionner en fait deux territoires d'anciennes régions en plus, donc limitrophes, mais pour lesquelles en fin de compte les administrations étaient différentes. Donc déjà, ça a été un vrai moteur pour le territoire. Mais j'ai envie de poser la question différemment avant de parler d'action. C'est surtout, est-ce que ici, ce soir, vous savez réellement ce que fait ou ce qu'est une chambre de commerce et d'industrie? C'est pas une question piège, il n'y a rien à gagner. Aujourd'hui, je suis convaincu que vous ne le savez pas. Pour la simple bonne raison, c'est notre fait à nous, en fait. Bizarrement, grâce au Covid qui nous a paradoxalement remis en scène, peut-être qu'en fin de compte, on n'a jamais su montrer et démontrer tous les savoir-faire qu'on a en interne. Si je dois définir ce qu'est une chambre de commerce et d'industrie, avant tout, c'est d'abord un réseau de chefs d'entreprise. Chefs d'entreprise, en fin de compte, majoritairement des TPE et des PME sur les deux départements de Meuse-Haute-Marne. Ça représente quand même 12 500 ressortissants qui vivent l'économie au quotidien. Donc ça, la ruralité, ils la connaissent. Et on est pour comment dirais-je, faire entendre ce réseau de chefs d'entreprise. On a 40 collaborateurs sur 4 sites différents, donc à Verdun, Bar-le-Duc, Saint-Dizier et puis Chaumont. 40 collaborateurs, 40 experts, je le dis régulièrement, dont la mission en fin de compte est d'accompagner les créateurs d'entreprises, chefs d'entreprise, des entreprises en fin de compte, de la création jusqu'à la transmission, mais pas seulement les chefs d'entreprise, parce qu'ils accompagnent les acteurs économiques. Et parmi les acteurs économiques, ce sont également les collectivités. Tout à l'heure, Jérôme, tu évoquais effectivement les compétences du département. Certes, l'économie est encadrée par le nôtre, donc avant tout la région Atissar et puis et Jean-Paul, et également les EPCI, mais je reste convaincu que toutes les collectivités de la commune au département et à la région font de l'économie. Pourquoi? À travers leurs actions, en fait, que ce soit effectivement sur la voirie, que ce soit sur la santé, que ce soit sur d'autres équipements structurants, finalement, vous construisez les conditions pour créer de l'attractivité. Ça, c'est essentiel. Et aujourd'hui, effectivement, sur un territoire comme la Meuse et la Haute-Marne, parce que je n'oublie pas, monsieur le sous-préfet, la Haute-Marne, on a besoin, en fin de compte, de travailler auprès de vous. Et les chambres de commerce et d'industrie sont des outils, en fait, qui sont à disposition des entreprises, mais également des collectivités. Je ne vais pas être trop long, mais collectivité, on a quand même des choses très concrètes. Je pense par exemple au programme Cœur de Ville, je pense au programme Petite Ville de demain, pour lesquels, en fin de compte, les chambres de commerce et d'industrie sont à côté des collectivités pour les accompagner, effectivement, à réussir ce défi, en fait, urbanistique, clairement. Ce que je voulais également préciser, c'est qu'effectivement, sur la ruralité, c'est vrai,
tout le monde se connaît. Et aujourd'hui, au regard des différentes crises qu'on a traversées et qu'on traverse encore, on n'a plus le droit, en fait, d'être en rang dispersé. Aujourd'hui, la ruralité, c'est avant tout ce qu'on va en faire ensemble. Et Jérôme l'a rappelé, depuis plus d'1 an, et je m'inscris dans les pas de ce que faisait Jean-Paul avant moi, effectivement, l'idée, en fin de compte, c'est de faire tomber ces frontières. Alors avant, on l'a fait entre la Meuse et l'Haute-Marne, mais maintenant de faire tomber les frontières entre les entreprises et les collectivités pour qu'on apprenne à se parler et qu'on apprenne à travailler ensemble. Voilà. Et pour parler à travailler ensemble, justement, on va parler d'une nouvelle porte d'entrée du département qui a été créée il y a quelques années maintenant, la gare Meuse-TGV, l'espace autour de la gare Meuse-TGV. Au départ, 70 000 passagers étaient prévus annuellement sur la gare Meuse-TGV. En 2022, c'est pas loin de 230 000. Cette nouvelle porte, c'est un nouvel espace sur lequel on va discuter ensemble de cette zone, tous les trois, avec vous aussi au niveau de la Chambre d'agriculture, car c'est aussi un des sujets. Aujourd'hui, un projet majeur qui est notamment en phase avec la CCI, c'est notamment cette extension de la plateforme aujourd'hui, de centre d'affaires Cœur de Meuse. Justement, est-ce qu'on peut évoquer aujourd'hui, peut-être faire un bilan de ce cœur de Meuse vraiment qui a été imaginé en plein centre du département pour amener peut-être de l'innovation justement en plein centre du département, à un endroit où on ne pensait qu'agricole à l'époque? Alors déjà, je vais rappeler comme un élément important, Michel Joubert est présent dans la salle, donc il pourra en témoigner, parce qu'à l'époque, donc nous, Chambre de commerce et industrie, on a un bâtiment à côté de cette gare TGV qui, effectivement, est la porte d'entrée du territoire, hein, qui est vraiment la vitrine. C'est par là qu'aujourd'hui, on a beaucoup de flux qui viennent sur le département. À l'époque, nos prédécesseurs, donc Michel Joubert et puis ensuite Henri Cogé, ont eu ce pari un peu fou de créer un bâtiment d'affaires en fait à côté de cette gare. À l'époque, ils ont été décriés, donc c'était un vrai pari audacieux, une vraie innovation pour lequel aujourd'hui en fait on a un bâtiment qui est rempli. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller plus loin, puisque si on veut faire vivre cette gare, il faut qu'on ait un projet derrière, un projet qui soit le reflet de nos compétences. Et le point de départ de cette démarche qu'on va évoquer ensemble, hein, une démarche concertée, c'est donc mes prédécesseurs, donc Michel, Henri et puis donc Jean-Paul, ont prévu en fait de faire une extension. Hein, c'est pas mon projet, c'est pas le projet de la nouvelle équipe en place, de faire une extension de ce bâtiment-là. Donc on a prévu ce qu'il fallait pour le faire. Et on s'est dit depuis quelques mois, pourquoi faire simplement en fait des bureaux comme c'était fait avant? Pourquoi pas à la rigueur, même pas à la rigueur, pourquoi pas surtout se rapprocher des différents acteurs du territoire pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble et adapter finalement notre projet à ce scénario qu'on pourrait écrire ensemble. C'est ça le point de départ. Ce point de départ, il a été fait ainsi, et du coup, à partir de là, on s'est rapproché des différents acteurs. Hein. On a travaillé avec Jérôme, hein, mais tu vas pouvoir en parler, Jérôme, et puis on s'est rapproché également de l'interconsulaire pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas juste une offre qu'apporte la CCI, c'est plutôt une réponse à la demande. En fait aujourd'hui, on pourrait simplement effectivement faire une offre, mais il faut qu'on connaisse le marché. Aujourd'hui, la société est en évolution. On a, et Julien Didry ici présent pourra en discuter, on a aujourd'hui une vraie problématique autour du travail nomade, par exemple. Donc ça, aujourd'hui, on n'a aucune offre à la carte pour laquelle, en fait, on est capable de capter cette offre-là, cette demande-là. Et puis, aussi et surtout, il s'agit également de créer le besoin. Aujourd'hui, on a quand même du flux, et les chiffres le prouvent, sur la gare TGV. Il faut qu'on arrive en fait à les faire s'arrêter pour qu'ils puissent effectivement travailler, pourquoi pas consommer, mais ça veut dire que derrière, il faudra mettre du service adapté. Il faudra penser restauration, il faudra penser peut-être lieu de vie, il faudra penser connectique, il faudra penser peut-être lieu qui vit également les week-ends, avec des systèmes à la carte, etc. Enfin, effectivement, il y a tout à penser. Jean-Luc Péquier, à quoi vous pensez quand vous pensez Meuse TGV? Je pense que votre micro doit être éteint. Excusez-moi. Oui, en me posant la question comme vous le faites, là, je suis obligé de refaire un petit peu l'histoire de la gare TGV par rapport à l'agriculture, simplement pour dire que, parce qu'on parle beaucoup d'artificialisation des sols, et je voudrais en parler aussi avec nos représentants de la région, Attissar et Jean-Paul, quelque part... la sanction qu'on amène à des territoires ruraux comme les nôtres qui se sont, entre guillemets, organisés et un petit peu quand même sacrifiés à l'époque sur des surfaces importantes agricoles pour mobiliser, entre guillemets, cette fameuse gare TGV qui sert à tous et qui est réellement un outil
d'organisation du territoire et des territoires, parce que quand vous avez donné le nombre des voyageurs, manifestement, on voit bien que ça ne sert pas comme vient, et quelque part tant mieux. Mais dire aussi quand même que par rapport à ça, il a fallu quand même se mobiliser pour le faire. Donc je voulais quand même rappeler que la gare TGV à l'époque et le TGV avaient mobilisé 400 hectares de terres agricoles. Que dans le même temps, dans les 15 dernières années qu'on a vécues, on a mobilisé 450 hectares pour le terrain de la Chaume. Alors ça n'a rien à voir, mais je veux quand même dire, par rapport aux mobilisations et l'artificialisation des sols dont on parle tellement en ce moment dans le monde rural, que l'agriculture a apporté au bénéfice de tous un certain nombre de surfaces, et on en est d'ailleurs très content, parce que c'est ce qui aide aussi à structurer les territoires. C'est aussi donc 450 hectares autour du terrain de la Chaume qui a permis au Charles Leclerc d'être présent et de rester en Meuse. Puis c'est aussi le laboratoire de Bure, bien sûr, avec une mobilisation de 600 hectares. Donc ça, je tiens à le dire parce que quand on parle du Stradet et puis qu'on discute de quelques hectares possibles pour tel ou tel Comcom à mettre dans l'intérêt de tous ou pas dans l'intérêt de tous, je pense qu'il faut quand même qu'on reprenne le débat avec nos politiques pour repréciser que cette dimension-là, on la connaît et on a déjà mobilisé pas mal dans un département comme le nôtre de terres agricoles au service de tous, et on en est très fiers. Mais il ne faudrait pas que dans le même temps, toutes ces terres mobilisées ne puissent pas être utilisées parce qu'on s'est mis des quotas d'utilisation. Enfin, je ne comprends pas tout dans la chose. Je sais que c'est très collectif. Mais en tous les cas, ce que j'ai compris, c'est qu'on traitait le monde rural exactement comme le périurbain de Strasbourg ou de Metz ou de Nancy, et que ce n'était pas tout à fait comparable. Donc ça, c'est un peu mon coup de gueule pour commencer. Sinon, cette gare TGV, pour nous, c'est enfin, une super opportunité. Vous l'avez dit d'entrée, et ça a été au départ quelque chose, il faut quand même le reconnaître, fallait être un peu gonflé, quoi, j'allais dire. D'ailleurs, certains ont un peu dénoncé à l'époque, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, sans la gare TGV, la Meuse, elle serait traversée, quoi. Même si quelque part le TGV la traverse, mais il s'arrête. Il s'arrête. Et je crois qu'on a une opportunité extraordinaire de laisser les gens s'arrêter comme ils le font, mais aussi peut-être de les garder. Donc tout l'enjeu est d'occuper les hectares mobilisés à cette fin, c'est-à-dire de faire arrêter les gens, de les faire venir et pourquoi pas de les faire vivre en Meuse aussi. Et bon, je pense que c'est de longue haleine, hein, parce que avant nous, il y en a d'autres qui sont aussi à une distance de Paris plus intéressante. Mais on finira par être intéressant, parce qu'à 1 heure de Paris, manifestement, on a quand même des gens aujourd'hui qui viennent chercher la verdure et qui viennent chercher le plaisir de vivre en Meuse, que l'on voit quand on prend le TGV ou quand on en descend le soir. Donc je crois qu'on a vraiment un atout qui existe là, qui a été la réalisation de nos prédécesseurs. Et je crois qu'il faut qu'on en soit conscient, qu'on soit à la hauteur de l'essai à transformer. Pour y aller chronologiquement, je reviens vers vous, Richard, sur la partie justement d'extension de ce centre d'affaires. Finalement, c'est aussi peut-être un travail qui pourrait être au profit de l'agriculture, au profit d'autres métiers qui étaient jusqu'alors pas les premiers concernés par ce centre d'affaires et qui aujourd'hui laissent un peu des perspectives s'ouvrir. Oui, encore une fois, c'est ce que je dis tout à l'heure, en fait. Et là, Jérôme peut en parler aussi bien que moi, mais on a pris l'initiative avec Jérôme, en fait, d'organiser vraiment une séance collective, en fait, avec tous les acteurs du territoire, donc les différents consulaires, la région, les parlementaires, le PCI concerné. J'oublie peut-être d'autres personnes encore. Non, écoute, je pense pas. En fait, l'idée, c'est vraiment de travailler sur un scénario, de travailler en fin de compte sur un scénario. Alors pour l'instant, on ne va pas trop en dire parce que c'est du conditionnel et que avant tout, il faut le tester, il faut l'éprouver avant de pouvoir avancer. Mais l'idée vraiment, c'est d'avancer cette piste-là, de trouver quels sont les besoins, et nous derrière, on fera correspondre. Si par exemple, il s'agit de faire des ateliers plutôt que des bureaux, eh ben on fera des ateliers. Encore une fois, il faut que ça corresponde effectivement à ce qu'on va proposer. Après, qu'on soit clair, sur une zone, il ne faut pas non plus qu'on soit naïf. Ça peut prendre 30 ans.
clairement. Le miracle ne va pas se faire aujourd'hui, mais ce qui est important avant tout, c'est de créer une synergie. Pendant des années, et Jérôme l'a dit tout à l'heure, en fin de compte, pendant, je dirais même des siècles, comme ça je ne me mouille pas, mais en fait, chacun a joué dans sa chapelle. Chacun, on parlait tout à l'heure, on avait une métaphore sur le rugby, effectivement, chacun a joué en soliste dans son poste. Là, aujourd'hui, il s'agit bien, et parce qu'on n'a plus le choix, il est urgent, en fait, de la jouer collectif. Jérôme Dumont, ça vous donne aussi des idées, cette zone Meuse TGV, peut-être justement en lien avec l'aménagement du territoire, en lien peut-être avec d'autres projets? Oui, alors, je voudrais revenir sur ce que tu as dit en introduction sur la zone et saluer évidemment Jean-Paul Hassler et puis les anciens présidents de la CCI. Je vraiment faire une forme d'hommage à mes prédécesseurs qui sont encore là, mais qui ont été jusqu'au bout du volontarisme politique. Et tu l'as dit aussi, Jean-Luc. C'est-à-dire que rien n'était évident pour qu'il y ait une gare en pleine campagne. Et ça veut dire que quand on veut, d'une certaine manière, on peut. C'est-à-dire le volontarisme politique, moi j'y crois beaucoup. C'est-à-dire que nos prédécesseurs ont dit on veut une gare en Meuse. On a cette gare, on nous a dit ça marchera pas. Bah si, ça marche. Il y a plus de 220 000. Et c'est ce qu'on veut reproduire. On est à 30 minutes de Bar-le-Duc, Martine, un peu moins. On est à 30 minutes de Verdun. On est au cœur de notre territoire. On est à 1 heure de Paris et à 1 heure de Strasbourg. Ça, c'est un atout qui est considérable. Donc, ça, une fois qu'on a dit ça, on a également, au sein du centre d'affaires, Meuse Attractivité, je salue le président qui est là, cher Pascal, on veut en faire la vitrine de notre département, de notre territoire. Je reprends la gare et moi je fais travailler en ce moment mes services du département, parce qu'en fait toute la zone appartient au conseil départemental. Alors ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui avec la loi Notré, on ne peut plus faire de développement économique. Mais en tout cas tout le territoire, enfin toute la zone nous appartient en propre au conseil départemental. On a 6 hectares qui sont viabilisés et on a une réserve de 60-70. Et je fais travailler en ce moment mes équipes sur le parking, parce que je reçois des messages et j'utilise la gare comme beaucoup d'entre vous, et on se rend compte que cette gare, aujourd'hui, il y a un développement presque anarchique, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se garer, et vous voyez des voitures un peu partout. Alors que, en lien aussi avec la région, on a des navettes qui relient les 3 principales villes du département, Verdun, Bar-le-Duc, Commercy. Et on doit réfléchir à un aménagement qui soit le plus... je cherche le mot, le plus vertueux possible, y compris en termes de développement durable, qu'il y ait un lien, un chemin piétonnier pour aller au cœur de Meuse. On a une zone derrière où on pourrait encore développer un parking, mais en tout cas, on veut le faire. Et puis pourquoi pas sur cette zone mettre des panneaux photovoltaïques avec vous voyez, on voit beaucoup plus dans le sud de la France, mais des parkings couverts avec donc tout ça, je rêve un petit peu, mais ça va bien dans ce qu'on veut mettre en place. Ça, c'est pour le parking. Et derrière, c'est quelles conditions on crée pour attirer de l'activité. Et on y travaille alors avec un groupe, tu l'as cité, autour de Meuse Attractivité, des chambres consulaires, du GIP Objectif Meuse, et puis de la Codecom de l'air à l'Argonne, avec toutes les contraintes qu'on a avec le ZAN et le SRADET. Mais on a des thématiques, mais ça, on va peut-être pas les dévoiler tout de suite, puisqu'il n'y a rien de validé, mais qui tournent autour de ce qu'on s'est dit depuis ce soir. Transition énergétique, les mobilités, c'est quelque chose qui est partagé par tous. Je sais que Julien Didry en parlera et que c'est plutôt la compétence de la région. Mais pourquoi pas tester autour de cette zone des mobilités innovantes pour la ruralité, que ce soit dans le domaine électrique ou dans l'hydrogène. Peut-être pas l'hydrogène, mais toutes ces choses qu'on peut tester chez nous et qui sont dans la ruralité innovante aussi. Jean-Louis Pelletier, peut-être que ça vous fait aussi penser à l'agritech, cette zone Meuse TGV? Oui, pour une bonne raison, c'est que les pistes, il y a déjà eu du travail de prospection qui a été fait. Et globalement, cette zone a des qualités, mais elle n'a pas non plus toutes les qualités d'accueil. Et on voit bien que le développement industriel de la zone est plutôt difficile à imaginer, en tous les cas, dans un premier temps. Donc aujourd'hui, sur toute la partie agritech, l'agriculture, bien sûr, est
j'allais dire particulièrement peut-être notre agriculture départementale, qui est quand même une agriculture d'exploitation plutôt de taille importante, liée tout simplement à la valeur de nos sols. On n'est pas ni spécialisé, ni dans aucune production, mais on est capable de faire toutes les productions sur une même exploitation. Donc on a des exploitations plutôt de grande taille et qui aujourd'hui se modernisent avec tous les équipements que l'on peut imaginer, embarquer sur les engins, mais aussi dans l'élevage. Et à nous peut-être de séduire et d'attirer les entreprises, mais on le sait, hein, ces entreprises existent déjà par ailleurs, elles sont parfois déjà installées ailleurs, mais c'est peut-être à nous aussi d'être vraiment séduisants et d'accueillir sur cette zone, dans un département agricole comme le nôtre, le maximum d'entreprises. Alors on a des pistes, on travaille avec certaines, on est en contact avec certaines entreprises directement concernées à la fois par l'agriculture mais aussi par la forêt. On a parlé de forêt tout à l'heure. C'est évident aussi que la forêt a besoin de ces nouveaux moyens de maîtrise de la culture de la forêt. Et donc c'est vers ces enjeux-là que l'on pourrait regarder. Parallèlement à ça, un département comme le nôtre s'oriente vers une grande diversification. Encore une fois, je vous l'ai dit, on n'est pas spécialisé dans la grande culture. On n'a pas des terres permettant d'avoir des rendements, je veux dire, pour être uniquement des céréaliers. Donc on a réellement un territoire capable de diversifier, de produire d'autres choses. L'exemple que je citerai, c'est les hectares de noyers qui viennent d'être plantés en Meuse. On est en contact avec les agriculteurs qui sont à l'initiative d'une surface qui approche aujourd'hui 200 hectares de noyers. C'est pas banal. Derrière, c'est une filière. On a un certain nombre de productions qui sont déficitaires en France. On importe beaucoup, malheureusement beaucoup trop même, beaucoup plus qu'avant. Mais en tous les cas, dans certaines filières, liées à la fois, je l'ai dit, le territoire, mais aussi liées aux conditions d'aménagement de nos pratiques agricoles, fixation du carbone, réchauffement climatique. J'en dirai d'ailleurs deux mots, parce que quelque part, réchauffement climatique, le GIEC vient sortir son sixième rapport sur le réchauffement climatique. L'agriculture s'attend à un changement, j'allais dire, jamais connu dans souvenir de carrière en agriculture. Et pourtant, qui sait que l'agriculture a pu évoluer malgré tout dans ses pratiques. Aujourd'hui, on va vivre un changement qu'on n'a jamais connu, lié à ce réchauffement climatique, lié à des besoins et à des changements de consommation aussi. Donc à nous d'imaginer peut-être cette dimension-là aussi sur notre territoire. Alors peut-être autour de la gare TGV, pourquoi pas. Mais ce n'est pas que l'agriculture, parce que quand on parle d'agriculture et forêt, on parle construction. Et quand on nous impose demain 25% à 30% de bois dans les constructions, il y a peut-être des questions à se poser aussi sur l'implantation d'outils ou peut-être même de démonstrateurs sur le territoire liés à tous ces éléments-là de changement. Donc, encore une fois, grande période de changement pour l'agriculture, mais grande période d'opportunité. Quand on dit grande période de changement, c'est grande période d'opportunité. Je pense que la chose, il faut la positiver. Et puis, je retiens bien sûr le message que j'ai toujours d'ailleurs un peu appliqué en Meuse, c'est de travailler tous ensemble. On n'est pas assez nombreux pour avoir des idées dans notre coin. Je crois que quand je parle d'innovation à travers les matériaux biosourcés ou d'autres nouveautés, c'est avec bien sûr les artisans et avec la CCI. Et je remercie d'ailleurs Michel Jubert et Henri parce que l'interconsulaire, au temps de Jean-Paul aussi, l'interconsulaire fonctionnait. On ne faisait pas des choses immenses, mais on se rencontrait, on partageait nos idées, nos soucis, mais aussi nos solutions. Et quelque part, je pense que c'est aussi une richesse, quoi. Jean Dumont. Oui, je voudrais apporter un complément par rapport à une entreprise qu'on a rencontrée et qui pourrait s'installer sur Meuse TGV. Ce n'est pas notre premier choix, mais surtout sur le changement de paradigme qu'on doit avoir pour attirer les entreprises. En fait, ils nous ont demandé comment on peut venir à Meuse TGV sur la zone.
Bon, ils peuvent venir en train, évidemment, ils peuvent venir de Paris, de Strasbourg, de Reims, de Nancy, mais dans la journée, ils veulent absolument venir en transport en commun et pas prendre la voiture. Et il y a le vélo, il y a, alors c'est compliqué chez nous, mais quand on leur dit qu'il y a des navettes qui permettent aussi d'arriver à Meuse-TGV, ah bah c'est important. Et ça aussi c'est important, pas qu'à Meuse-TGV, mais pour tous nos futurs aménagements, tous nos futurs aménagements de zones où c'est prendre en compte les changements de société. C'est-à-dire que les nouvelles populations, les nouveaux salariés qui arrivent ne pensent plus comme moi ou comme toi, Jean-Luc. C'est-à-dire qu'ils sont dans je respecte l'environnement, la RSE c'est important. On y travaille beaucoup aussi avec Julien Didry sur le post-Covid. Il y a un vrai changement qu'on doit prendre en compte. Et avec nos atouts et nos contraintes, puisque aujourd'hui, sans voiture dans le département de la Meuse, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on doit réfléchir à ça aussi. Justement, du coup, demandons à Julien Didry de nous rejoindre pour justement évoquer un projet, celui de Carros, qu'on va découvrir du coup en vidéo dans un instant, le temps que Julien Didry s'installe sur l'estrade. La transition que je vous ai faite. Merci beaucoup. À quoi sert Carros? L'application Carros est conçue pour faciliter vos trajets du quotidien, par exemple de la maison au travail. L'application vous permet de covoiturer en quelques clics et de rendre vos déplacements plus économiques, plus efficaces, plus écologiques et surtout plus conviviaux. Où télécharger l'application? L'application est téléchargeable gratuitement sur le site internet de Carros ou bien dans l'Apple Store pour iPhone ou Google Play pour Android. Comment ça fonctionne? Grâce à son algorithme, l'application reconnaît la récurrence de vos déplacements quotidiens et s'en sert pour vous proposer automatiquement des covoitureurs sur vos trajets avec, pour chaque covoiturage, un lieu de rendez-vous et un horaire. Y a-t-il des conditions à remplir pour s'inscrire sur l'application Carros? En effet, il y en a une. Il faut être majeur pour s'inscrire sur l'application. Conducteur ou passager, sur Carros, vous pouvez choisir d'être conducteur, passager ou les deux avec le rôle alternant. Désormais, passager ou conducteur, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas sauter le pas. Alors Julien Didry, qu'est-ce que ce projet finalement Carros? Est-ce que c'est pas l'exemple justement que l'innovation en milieu rural est possible? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Elle est bien, hein. Non mais c'est du pur produit Pays de Verdun, hein. C'est Élise Branger, hein, donc c'est la chargée de mobilité au Pays de Verdun et on l'a fait un petit peu jouer la comédie, elle est top. Juste un petit mot avant, j'ai vu, juste pour dire que l'intelligence artificielle, il y a des progrès, parce que ChatGPT, tu imagines que je l'ai testé depuis longtemps, enfin dès qu'il est sorti, et pour moi l'élément le plus important, j'ai marqué quel est le meilleur public au foot en France. Il m'a répondu le PSG, donc j'ai dit là déjà il y a vraiment encore du travail, hein, parce qu'on sait bien que c'est à Marseille. Alors, pour faire le lien avec Carros, il faut savoir que, alors je travaille encore, je suis en fort lien avec le monde agricole, et à la sortie de la crise, enfin pas la sortie plutôt du début du conflit ukrainien, en fin février, avec mon entreprise, on a participé, on a organisé plutôt un temps de travail avec des experts mondiaux des marchés du blé, des céréales, parce que l'agriculture est complètement connectée aux marchés mondiaux. Et tout de suite, il nous a indiqué les bouleversements qu'il allait avoir dans le domaine de l'énergie, évidemment, et donc du coup aussi dans le domaine des entreprises. Et avec mes collègues du PETR, des PETR de Meuse, on a décidé d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les salariés en termes de pouvoir d'achat et en termes d'entreprise, comment on pouvait aider les entreprises dans cette période ou dans ce moment où il y a besoin d'attractivité et de salariés, et que finalement, la partie salaire, c'est une chose, mais il y a un plafond de verre qu'on ne peut pas dépasser. Et on a uni nos forces, comme l'a dit tout à l'heure le président. Effectivement, on est tous en phase sur tous les domaines aujourd'hui, dans toute la région, l'État, enfin on est tous en phase, hein, parce qu'on n'a pas les moyens d'ailleurs de faire autrement, et puis c'est beaucoup mieux. Et donc avec nos PETR, on s'est organisé et on a travaillé pendant 6 mois pour arriver à cette solution, qui quelque part, il y aura de l'argent public, hein, c'est un projet global de mobilité. Là, on parle uniquement du volet travail-domicile. On travaille aussi sur d'autres volets, la mobilité douce, la non-mobilité, hein, parce que la non-mobilité est une mobilité économe en termes
de carbone. Et donc, on arrive à cette solution-là, avec cet investissement-là, qui va, à partir dans 15 jours, à partir de la semaine prochaine, c'est pour ça que je suis content que le président m'ait invité, parce qu'on veut en faire la promotion auprès des entreprises. Le but du jeu, c'est d'avoir une plateforme meusienne. Ce n'est pas de réinventer ce qui existe, c'est pas pour faire du Blablacar et compagnie, ça il y a, non, c'est plutôt d'essayer, en lien avec la région, évidemment, connecté aux sites fluo et compagnie de la région. C'est pas de réinventer quelque chose, c'est d'inventer quelque chose qui n'existe pas localement, qui rassemble un maximum d'entreprises. C'est pour ça qu'on a besoin des grosses entreprises, il y en a déjà pas mal qui commencent à y être, pour avoir vraiment un panel important de covoitureurs et de covoiturés, parce qu'il faut savoir, la règle elle est claire, aujourd'hui, quelqu'un qui ne covoiture pas et qui se met au covoiturage, c'est 2 000 € net d'économie annuelle. Bien sûr, on va avoir du mal, parce que dans nos territoires ruraux, c'est compliqué, mais ça veut dire qu'il y a une remise en question des entreprises aussi, qui doivent mettre à disposition les bons horaires pour que les gens puissent covoiturer ensemble. C'est une démarche globale et collective pour l'intérêt des entreprises et de leurs salariés. Alors, est-ce que Caros fonctionne déjà? Dans 15 jours. Dans 15 jours. La semaine prochaine, on va dire. C'est-à-dire que du coup, là, c'est vraiment l'appel aux entreprises dès maintenant, oui, pour inciter du coup à s'inscrire sur l'application. Tout à fait. Donc, et c'est un projet porté par les 3 PETR, PETR du Pays de Verdun que je préside, PETR du Pays Barrois et PETR Cœur de Lorraine. Il y a un Gaulois dans l'histoire. Je sais jamais. Il a pas, enfin, c'est une Codecom plutôt. C'est pas un Gaulois, c'est une Codecom qui effectivement, je connais plus le nom. Mais qui réfléchit et qui n'est pas une priorité, alors que moi je trouve que justement quand on voit et quand on est en face des entrepreneurs aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de faire tout pour essayer de les aider, peu importe dans quel domaine, et ça c'est une réponse, mais il y en aura d'autres, il faut se mobiliser. Bon, j'espère qu'un jour ils rejoindront Caros, parce que c'est dommage qu'il y ait un bout du territoire qui ne va pas bénéficier, parce que la collectivité met de l'argent, c'est-à-dire que la collectivité va inciter les salariés, donc ça sera gratuit pour les entreprises grâce au partenariat des pays, hein, qui est à hauteur de 75 000 € quand même, c'est quand même pas mal. Donc tout ça est gratuit et les salariés pouvoir bénéficier, les entreprises bénéficier de la solution gratuitement, et il y aura l'incitation du pays et l'incitation de l'État. Vous savez que maintenant, s'ils s'inscrivent sur une plateforme de covoiturage, chaque salarié pourra avoir 100 € d'aide. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle en lien avec l'application Caros? Eh bien, très bien, donc on peut avancer sur un autre sujet. Vous allez rester avec nous, Julien Didry, pour en parler. On va aussi le découvrir en vidéo. Un sujet qu'on commence à bien connaître, qui est celui de Imeuse Santé. L'accès aux soins et à la santé est un enjeu majeur de l'aménagement et de l'attractivité des territoires. Cet accès aux soins peut se compliquer à cause d'un vieillissement des professionnels de santé, ou encore le choix d'installation des jeunes médecins, dicté en partie par le cadre de vie qui leur est proposé. Pendant ce temps, de nombreuses ressources sont disponibles en santé numérique, développées en France par les entreprises et les start-up, à la fois pour consulter à distance, pour recueillir rapidement et à distance des avis spécialisés et des expertises, ou encore pour suivre et accompagner des maladies chroniques comme l'insuffisance respiratoire, le diabète ou bien suivre des personnes en perte d'autonomie. Il s'agit de mieux prendre en charge les patients en créant des outils de diagnostic et de prévention accessibles et faciles d'usage, en permettant de rassembler et de partager en toute sécurité les données pour une meilleure coordination de tous les acteurs au service du patient. Imeuse Santé, c'est améliorer l'accès aux soins dans tous les territoires en mettant les dernières innovations numériques au service de la santé des habitants. La méthode Imeuse Santé s'applique aux 4 grands axes du projet: l'accès aux soins, la prévention, le maintien à domicile, la prise en charge des maladies chroniques. Il faut d'abord bien identifier le besoin dans les départements partenaires, la Meuse, Haute-Marne et Meurthe-et-Moselle. L'objectif est de rassembler tous les acteurs et de se mettre d'accord sur l'état des lieux, les bénéfices attendus et la meilleure solution à apporter. Le but étant d'identifier et sélectionner l'innovation technologique ou organisationnelle qui sera expérimentée. Ensuite, commence l'expérimentation dans les conditions réelles. D'abord à petite échelle pour vérifier les premières faisabilités, puis après validation de la première phase à l'échelle de tout un territoire, dans l'environnement et la communauté de soins du patient, en testant la coordination, le suivi et la sécurité des données sanitaires et médico-sociales. À l'échelle d'un territoire sont ensuite évalués les impacts sanitaires et médico-sociaux, de qualité de vie, de financement, de l'expérimentation sur l'ensemble des parties prenantes, le patient, le citoyen, les professionnels de santé, l'entreprise porteuse de l'innovation.
Les adaptations organisationnelles et réglementaires sont prises en compte pour l'intégration de l'innovation dans le droit commun, de la responsabilité des autorités régionales et nationales de santé. Tout cela grâce à une collaboration étroite entre public et privé, ainsi qu'un réseau de financeurs qui font confiance à ce projet. IME Santé, ce sont 10 ans, 14 actions, 42 partenaires et 9 financeurs pour un budget de 23 millions d'euros. Alors, Julien Didry, toujours pour représenter cette fois-ci, du coup, Jean-Charles Dron, le directeur opérationnel d'IME Santé, qui malheureusement pour des conditions techniques ne peut pas du coup se joindre à nous. Sur IME Santé, ce ne sont pas que, de la télémédecine finalement, IME Santé. Oui, oui, effectivement, il y a un problème technique avec Jean-Charles qui est chef de projet, on va dire, de IME Santé, qui regroupe plusieurs départements, pas uniquement la Meuse. Le film dit tout. Mais finalement, je pense que IME Santé est méconnu. Parce que quand on pense à IME Santé, on pense à la télémédecine, on pense à la techno. Alors que finalement, ce n'est pas le problème de la techno. La techno, ça se fait, la techno augmentée, il n'y a aucun souci, il y a plein de capteurs qui vont arriver, même dans le domaine de la biologie et tout. C'est vraiment pas aujourd'hui le souci. C'est plutôt, et IME Santé, c'est vraiment ça, c'est quelle organisation autour de la télémédecine, quelle réponse en termes d'aménagement du territoire et d'accès aux soins, c'est vraiment ça, IME Santé, avec c'est vraiment, moi je suis un peu sous le charme de ce concept, parce que derrière, ce n'est pas un médecin qui est au bout du monde, qu'on ne connaît pas, c'est un médecin qui a Souilly, en l'occurrence dans la phase expérimentale, le docteur Kern, qui en même temps, dans la future organisation, si ça se déploie, c'est le but du jeu, que ça sera un super remplaçant de médecins locaux. Donc vous voyez, c'est vraiment, pour moi, l'humanisation de la télémédecine. Ça change tout. C'est pas Care, vous n'avez peut-être pas le droit de dire de marque, mais ça n'a rien à voir. Je ne critique pas d'ailleurs, mais peu importe. Mais là, vraiment, on est sur ce schéma-là. Et l'intérêt, c'est que derrière tout ce qui est fait par ce consortium aujourd'hui, et donc par IME Santé, ça alimente la feuille de route régionale pour l'ARS, l'assurance maladie, la région, l'État, et quelque part pour faire un petit peu évoluer le modèle de santé. Parce qu'aujourd'hui, le point faible du modèle de IME Santé ou de la télémédecine, c'est les téléassistants, en tout cas tout l'accompagnement. Parce que c'est ça le plus important dans la télémédecine, c'est les gens qui accompagnent. C'est pas une machine, on n'arrive pas comme à la poste ou je sais pas quoi, on met une carte et roule. Non, non, c'est un accompagnement. Sauf que voilà, il y a des questions de financement. Martine, on est tous les deux délégués enfin, on est sur IME Santé tous les deux. Donc il y a vrai des soucis de remboursement. Et donc le fait d'avoir cette démarche-là, avec le consortium, le but du jeu, c'est d'aller auprès de l'État, l'ARS, pour essayer de faire évoluer pour que ces métiers de téléassistants émergent demain dans tous les lieux. Aujourd'hui, je le dis, il y a quand même 21 sites ouverts sur IME Santé depuis 2021. Il y en a 9 en Meuse et 8 en Haute-Marne. Donc l'idée, c'est vraiment de s'adapter. C'est vraiment tout comme l'évolution, c'est vraiment s'adapter ou disparaître. C'est clairement le cas avec IME Santé. Tout à fait, en sachant que là, on parle de la télémédecine parce que c'est un modèle éprouvé. Là, on fait un appel à projet, on est sur le maintien à domicile qui est un enjeu majeur. Mais tout ça, il y a de l'économie derrière. Ça veut dire que derrière, il y a des appels à manifestation d'intérêt pour voir un petit peu quelle technique. On parle de l'ADEPM, qui a des beaux projets dans le domaine. Le but du jeu aussi, en tout cas, nous, c'est notre rêve au département de la Meuse, mais on a le droit de rêver, autrement on ne serait pas là, c'est que quelque part, on arrive à créer un écosystème autour de toute cette R&D dans le domaine de la techno, et la gare TGV, comme tu disais tout à l'heure, on est en réflexion, mais pour moi, ça va être le cœur du dispositif de l'innovation en Meuse. Très bien, merci beaucoup Julien Didry d'avoir du coup parlé de ce projet qu'on peut retrouver également sur le site internet d'IME Santé pour avoir encore plus d'informations. Tout de suite, on va continuer dans l'innovation et on va accueillir du coup à votre place Julien Didry, Jérôme Sterpeny qui est le vice-président de l'Université de Lorraine en charge des partenariats et de l'innovation. Et d'ailleurs, on travaille sur IME Santé avec l'Université de Lorraine pour la partie évaluation, et elle a validé. Et l'intérêt, c'est qu'ils le disent, vous le direz, oui, et que quelque part, c'est un modèle hybride d'avenir, la télémédecine avec le médecin local. Je m'en vais. Merci. Merci beaucoup. Jérôme Sterpeny, bonsoir. Vous êtes du coup, je l'ai dit, le vice-président de l'Université de Lorraine en charge des partenariats et de l'innovation. Aujourd'hui, vous êtes ici pour parler de l'Institut Carnot ICL. Alors oui, merci déjà de m'avoir invité. Je suis très heureux de partager cet événement avec vous. Donc le Carnot ICL, c'est en fait 28 composantes qui appartiennent en partie à l'Université de Lorraine. Mais vous avez aussi le pôle régional de transfert de technologie avec un de ses fleurons qui est sur Bar-le-Duc, qui est le CRIT TJFU.
Et c'est quoi l'intérêt de ces Carnot? C'est vraiment, alors c'est un label en fait qui est décerné par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui finalement reconnaît l'excellence de la recherche qui est faite avec les entreprises, donc la recherche académique au service de notre système industriel. Donc voilà, pour ce qui concerne le Carnot, il y en a 39 en France, ça représente à peu près 55% de la recherche partenariale avec les entreprises. Et nous, on fait partie d'un des Carnots, principalement territorialisés sur la Lorraine, et qui veut aujourd'hui essayer d'apporter un peu plus ses compétences, offrir ses compétences aux entreprises du territoire, et entre autres aux entreprises de Meuse-Haute-Marne. Et je pense que vous allez peut-être y venir. Et c'est vraiment ça, du coup, le principe, c'est vraiment de rapprocher l'innovation au service du développement économique, du monde économique, pourquoi pas un monde économique rural. Et c'est là aussi que, du coup, Richard Papazoglou, il y a un échange se fait entre vous et va bientôt se concrétiser autour du premier partenariat qui est formalisé avec une chambre de commerce et d'industrie en France. Ça sera le premier, ça sera entre vous, les deux signataires qui sont assis l'un d'un côté de l'autre ce soir. Pourquoi cette démarche, Richard ? Eh ben déjà, comme vous l'avez dit, et déjà merci d'être là, c'est pour rapprocher l'innovation des entreprises, mais c'est aussi une démarche concertée, hein, je le rappelle, avec le GIP, Objectif Meuse, hein, pour lequel, en fin de compte, je crois que c'était en février ou mars dernier, enfin c'était il y a à peu près un an, effectivement, il y a eu, je crois que vous étiez présent ici, accueilli par le département de la Meuse, donc sous la houlette du GIP, pour mettre en relation, en fin de compte, déjà le Carnot avec, effectivement, les entreprises du territoire. Donc, cette démarche, encore une fois, ce travail partenarial de synergie, en fait, doit nous aider, en fait, à armer, à permettre à nos entreprises, en fait, de s'accaparer cette innovation, encore une fois, dans cette logique du s'adapter ou disparaître. Concrètement, comment ça se formalise ? L'intérêt, c'est vraiment d'avoir une relation assez proche entre les équipes de recherche et les entreprises. Alors souvent, on voit la recherche un peu de loin, peut-être une petite caricature avec le chercheur qui a une longue barbe, qui est dans son laboratoire et qui fait des choses qu'on ne connaît pas. Mais j'ai entendu parler tout à l'heure de sols anthropisés ou d'imperméabilisation des sols. J'ai entendu parler d'innovation dans la mobilité, de numérique dans la santé, de problèmes d'eau, de problèmes de transition écologique, de transition environnementale. En fait, c'est ce qu'on fait au quotidien dans les laboratoires. Tout ça, c'est réalisé dans l'écosystème lorrain en particulier, via l'Université de Lorraine et ses composantes, via le Carnot, qui est ce label d'excellence. Et donc, clairement, l'intérêt, c'est d'être capable de traduire un peu les problématiques des agriculteurs, des industriels du territoire, en termes de recherche, développement et d'innovation, et de leur apporter la meilleure réponse pour qu'ils continuent à être performants, pour qu'ils soient capables de s'adapter à ces transitions. Alors du coup, une problématique peut arriver de la part d'un entrepreneur, industrie ou agriculture, et qui vient du coup se rapprocher du Carnot ICL pour trouver une solution et trouver le bon chercheur qui va répondre à la solution. Exactement. Alors, toute la problématique aussi, ça va être d'être capable d'identifier, de reformuler. C'est pas toujours simple d'avoir une problématique technologique, un verrou, et de le formuler correctement ou de façon, avec les mots un peu scientifiques. Donc nous, on est vraiment là pour faire cette interface, pour essayer de retraduire cette problématique et de lui apporter une solution qui sera bien sûr dimensionnée en fonction de la taille de l'entreprise, de son besoin, aussi de ses ressources, avec aussi la possibilité de mobiliser un certain nombre d'aides de l'État pour l'innovation, et puis aussi peut-être des accompagnements. On en parlait tout à l'heure avec le GIP Objectif Meuse, et je pense que tout l'intérêt de ce partenariat, c'est de réunir, on parlait de travailler ensemble, mais c'est tout à fait ça, c'est mettre des chercheurs avec, j'allais dire, tout ce qu'on appelle les TRL, c'est-à-dire tous les niveaux de technologie possibles, de la phase très innovante jusqu'à des applications, des preuves de concept ou des démonstrateurs. Je pense qu'on a besoin aussi d'être une terre de démonstrateurs. Je prône pour ça en Lorraine, et on peut vous aider à le faire. Et peut-être qu'on n'est encore pas assez bien connu, parce qu'on on a l'impression un peu d'être dans notre tour d'ivoire, hein, en tant que chercheur, sur des choses un petit peu perchées, j'allais dire, alors que nous, on est vraiment dans les réalités du terrain, on est capable d'aider notre territoire dans ces transitions dont je parlais tout à l'heure. Le R&D aujourd'hui, est-ce que ça représente vraiment une grosse part comme des entreprises de Meuse et de Haute-Marne qui font appel au R&D, qui consacrent du budget à la recherche et développement ? Pas assez. Clairement pas assez. C'est vraiment un axe sur lequel il faut qu'on travaille, qu'on développe ça. Il faut qu'on travaille là-dessus en lien avec aussi la région, Jean-Paul. Hein, c'est quelque chose qu'il faut qu'on pousse. Mais là, encore une fois, c'est aussi une amorce, hein, pour avoir cette culture en fait de l'innovation.
Donc ça, c'est une réponse du coup qui arrivera concrètement prochainement. Du coup, avec, je le redis comme cette première en France, hein, ce partenariat entre une chambre de commerce industrie et un Carnot. On l'a dit, il y en a peu, et donc là, c'est peu de Carnot et première convention. Je pense que ça se facilite. Plus que la chambre de commerce, ce qui m'intéresse également, c'est encore une fois, c'est pas juste l'étiquette chambre de commerce et industrie, non. Avant tout, c'est le territoire. C'est vraiment le territoire, et encore une fois, que ce soit pour Carros, que ce soit pour Imeuse, que ce soit pour effectivement le Carnot, notre logique à nous, et là on est en Meuse, certes, mais j'ai vraiment l'envie, et tous les élus consulaires, je sais, on partage la même vision, c'est de faire en sorte aussi que ces innovations, ces expérimentations, en fait, puissent également être dupliquées sur le territoire voisin. Vraiment, c'est ça, en fait, c'est d'essaimer, clairement. Mais ça, encore une fois, on peut le faire qu'ensemble. Tout comme le modèle de mariage entre la Meuse et l'Haute-Marne donne des idées aux voisins ardennais et marnais, par exemple. Très bien. Par exemple. Ça marche. Je l'ai dit tout à l'heure, mais le GIP Objectif Meuse, dans tout ce qui est recherche et développement, peut accompagner les entreprises et ça fait partie de nos missions. Donc n'hésitez pas aussi à revenir vers nos services pour qu'on puisse vous accompagner. C'est l'objectif aussi, et je suppose que c'est pareil en Haute-Marne, mais moi je parle pour la Meuse. Mais en tout cas, ça fait partie de nos missions. J'ai cité quelques exemples tout à l'heure, mais c'est important aussi de le mettre en avant. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir partagé ce moment et échangé autour de ces projets. Et pour la conclusion de cette Assemblée Générale, nous allons du coup appeler Monsieur le Préfet du département. Allez-y, je vais décaler. Monsieur le Préfet, veuillez vous installer à côté de nous. Pardon. Enchanté. Merci. Allez-y, installez-vous. Ouais, ça vous est bien. Très bien. Tu aurais pu rester, Jérôme. Bien. Lourde tâche de conclure des travaux extrêmement riches, qui bouillonnent. D'abord, la première chose que vous démontrez avec cette table ronde et cet échange, c'est la réalité du partenariat. On l'appelle le PAC, on l'appelle comme on veut, mais c'est le faire ensemble, le réfléchir ensemble et le faire ensemble. Et ça, je pense que la première condition pour faire bouger le territoire et aller dans le bon sens, c'est justement ça, c'est que tout le monde se mette en ligne, chacun à sa place. Et là-dessus, les entrepreneurs ont la première place parce que effectivement, c'est d'eux souvent que peuvent venir les idées dans l'innovation, dans le service à créer nouveau, dans l'industrie nouvelle à créer. Et puis bien sûr, les collectivités, chacune dans ses compétences et ses responsabilités, et puis l'État pour accompagner du mieux qu'on peut les idées du territoire. Et je crois que la première des choses qu'il faut avoir dans cette idée de territoire rural innovant, c'est l'ambition. Et vous l'avez fait, le premier, c'est pas hésiter à être ambitieux. Il y a quelques décennies, dans un département un petit peu lointain qui s'appelle la Vienne, par exemple, il y a un président de conseil général, à l'époque s'appelait, qui arrivait en grand, qui a dit « je vais faire un futuroscope ». Il est passé pour un fou absolu à l'époque. Bon, et puis il a réussi un pari qui, bien des décennies plus tard, alors il y a des aventures, c'est compliqué, mais qu'il a transformé. Il a transformé complètement l'image de son département. Voilà. Donc je pense que la première des choses, vous l'avez déjà, c'est cette idée de faire ensemble. La deuxième, c'est d'être ambitieux, et vous l'avez déjà. La troisième, c'est de partir de vos points forts. Et la Meuse, vous avez des points forts. Donc il y en a de vos points forts pour relever les défis en même temps. Et je crois que sur la Meuse, vous avez un premier point fort dont le président a parlé indirectement avec le GIP, c'est que vous avez la perspective quand même d'avoir aussi l'installation de l'Andra, avec un site qui va générer une activité très importante. Mais d'ores et déjà, je pense que c'est quelque chose dans lequel il faut se mettre dans l'état d'esprit de créer un écosystème, des emplois et un dispositif autour de ça, parce que on le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde. Le sujet énergétique est redevenu en premier, et qu'il y a deux façons de le traiter, qui sont d'ailleurs deux points forts de la Meuse. Le nucléaire avec le volet qui vous concerne ici, Marne sur l'aval, c'est-à-dire le sujet de traitement des déchets qui est une clé, et puis le sujet des énergies renouvelables. Et à chaque fois autour, il faut créer de la valeur. Parce que je crois que sur un territoire rural innovant, il faut que vous ameniez de la valeur. Et donc là, aujourd'hui, je vois en arrivant, je découvre l'importance des déploiements sur l'éolien, sur le solaire.
Mais il faut que vous ameniez aussi, ça apporte de la richesse aux collectivités, ça apporte des choses, mais il faut amener aussi de la valeur. Et il faut que vous ayez, du coup, que vous transformiez cette avance que vous avez, puisque quand on regarde, vous avez des grands champs. Mais derrière, ça veut dire de l'entretien, ça veut dire de la maintenance, ça veut dire de tours, ça veut dire peut-être des expérimentations sur des nouvelles éoliennes. Il faut faire venir de la valeur. Et puis, je pense que sur des grands axes, président de la Chambre d'agriculture, c'est rassis, mais on l'évoquait dans ce qui était passionnant sur la forêt quand on a fait l'AG. Vous avez une forêt formidable. On voit qu'aujourd'hui, sur le bois de construction, d'abord, il y a une demande énorme et une évolution sur les forêts de feuillus. Vous êtes des forêts de feuillus. Il y a peut-être l'idée d'attirer un industriel qui vienne mettre en place une scierie bois feuillus. Il n'y en a pas beaucoup, c'est le sujet qui monte. Ça peut être aussi un pôle de développement et autour faire une filière bois qui vous mette de la valeur, non pas seulement l'exploitation, mais qui vous mette de la valeur dans le territoire et sur lequel vous allez construire. Sur l'agriculture, on voit bien qu'à la fois il y a des pôles agricoles très forts et d'élevage très forts, en même temps un sujet sur la transmission, sur les jeunes qui ne reprennent plus. Mais pourquoi? Parce qu'ils demandent aussi à pouvoir aussi un peu de temps en temps partir en vacances, avoir des horaires. Et donc les sujets de mécanisation, d'informatisation. Et je pense que l'idée du pôle agritech que vous pouvez avoir peut aussi être une idée partant de vos points forts. Voilà, je pense que il y a un territoire là qui, à partir du moment où vous avez ce souci collectif, cette ambition. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses à pouvoir développer en partant beaucoup des idées qui peuvent être celles des entrepreneurs et de vos points forts pour faire attirer. Après, le travail, je pense, des collectivités, que ce soit au niveau des communautés de communes ou d'agglos, du département, de la région et puis après de l'État, c'est de travailler tout dans le même sens pour créer des conditions d'accueil et puis aussi favoriser des implantations et l'accompagnement qui va avec. Mais je crois que l'image qui est donnée ce soir donne vraiment confiance sur la capacité du territoire à y aller. La seule chose que j'ai, moi, arrivant, c'est l'idée qu'il faut que vous ayez, j'allais dire, confiance en vous et pas hésiter à tester. Peut-être en tester 5 ou 6 sujets innovants, il y en a peut-être un ou deux qui vont se planter, un qui va pivoter, puis vous allez peut-être avoir une immense réussite qui va tirer le tout. Mais je crois que c'est cet état d'esprit qui, au fond, est l'état d'esprit entrepreneur que vous avez, chef d'entreprise, c'est ça, qu'il faut qu'on insuffle au territoire pour pas hésiter à tester, à innover, à accompagner. Et justement, les outils qu'on a, comme le GIP Objectif Meuse ou les moyens, sont des outils qui peuvent nous permettre de tenter des choses et d'accompagner des expériences pour créer de la valeur sur le territoire. Voilà. Ce que je pouvais vous dire ce soir en première réaction. Merci, monsieur le préfet, et bienvenue, vraiment. Merci. Écoutez, on va bien travailler ensemble. En tout cas, merci à tous, vraiment. Jérôme, encore merci pour nous avoir accueillis. Merci à tous pour avoir été présents. Et puis, écoutez, maintenant, c'est l'heure du verre de l'amitié. Merci encore, à bientôt.